Salut à tous les astrologues, les astroamateurs, les astrophiles. Et bien voilà, comme chaque fois, je vais vous parler un petit peu de la pleine lune. Alors on est aujourd'hui 7 au moment où je l'enregistre, enfin dans la nuit du 7 au 8. Et donc c'est pendant une belle conjonction du soleil avec Proserpine en Cancer. Ça me fait penser qu'effectivement, le Proserpine étant en fait une planète très peu connue, je vais un peu réexpliquer ce qu'elle est en Cancer. Elle est au beau milieu du Cancer, donc elle vient de passer, on va dire, au-delà de la limite des 15 degrés Cancer, là, ces derniers mois. Et ça veut dire qu'en fait, vous savez, dans chaque signe, en fait, la première moitié du signe, et quand une planète collective la traverse, elle va plutôt donner, faire ressortir le négatif de ce que la mémoire collective n'a pas encore digéré, quoi. Elle va le faire ressortir. Par contre, dans la deuxième partie, donc les 15 degrés suivants, la planète, quelle qu'elle soit, une planète collective, donc Uranus, Neptune, Pluton, Proserpine, etc., va plutôt nous donner un aspect plus mature, comme si on avait compris ce qui était posé pendant la première moitié du signe. Et dans la deuxième moitié du signe, on est invité à vraiment explorer le signe d'une autre manière, d'une manière plus consciente, plus aboutie. On pourrait dire presque à 24 signes du zodiaque, quoi, au lieu de 12. C'est-à-dire que les subdivisions sont toujours intéressantes en astrologie parce qu'elles donnent d'autres manières de voir. Et on pourrait dire qu'à chaque fois, en fait, la première partie du signe représente l'aspect plus immédiat, plus novateur, plus un peu yang, mais la deuxième partie du signe est un aspect plus yin, plus dans lequel on réfléchit, on remet en question ce qu'on a fait comme bêtise ou ce qu'on a lancé trop rapidement. Et de ce fait-là, Proserpine étant rentré dans la deuxième partie du Cancer, on va assister à quelque chose de plus mature, quoi. On a vu que depuis que Proserpine est rentré en Cancer, il y a eu deux manifestations de son effet. Proserpine, c'est un Vénus supérieur, c'est un octave supérieur de Vénus, et donc il amène à l'intérieur des collectifs, de la société, il amène la question des goûts, des mœurs, de la sexualité aussi, comment vivre la sexualité, quel est le rapport entre une société donnée et la sexualité. Bon, quand il est rentré en Cancer, il y a eu MeToo, il y a eu les questions de genre, il y a eu les questions de sexualité à vivre de manière plus originale, peut-être plus libérée, mais en même temps, comme il y avait l'informatique derrière, ça n'a pas vraiment libéré les mœurs, on va dire ça. Disons que ça a posé des questions. Ça a posé des questions. Qu'est-ce que c'est que la féminité? Qu'est-ce que c'est que le féminisme? Qu'est-ce que c'est que la masculinité? Qu'est-ce que c'est que le masculinisme? C'est pas équivalent tout ça. Hein. Comme j'ai expliqué la dernière fois, le féminisme est un combat qui se justifie par le fait qu'il y a des droits à acquérir pour les femmes qui n'y sont pas. Alors que le masculinisme, c'est plutôt une réaction réactionnaire. Voilà, c'est un peu comme le racisme anti-blanc, quoi. C'est une invention fantaisiste qui fait semblant de faire croire à un système installé, alors que le féminisme n'est pas la dominance absolue des femmes, surtout, n'est pas encore prouvée. Hein. C'est pas encore ça vraiment. Donc, alors il y en a qui vont dire, bah oui, mais faut se dépêcher de réagir avant qu'il soit trop tard. Mais disons que voilà, c'est comme le racisme anti-blanc. Bon bah ouais, ah bon, vous appelez Marcel Dupont. Oh bah je suis désolé, on peut pas vous filer l'appartement. C'est trop français, quoi. Non, il n'y a pas. C'est ce genre de trucs, ça n'existe pas. Quand on parle avec des ismes, c'est pour désigner des systèmes collectifs. Donc Proserpine en Cancer nous parle du féminisme, nous parle des questions de genre, nous parle de tout ça. Et c'est vrai que ça a été très fort les 15, puisque comme Proserpine met 31 ans à peu près pour faire un signe, c'est comme s'il faisait 1 degré par an, quoi, à peu près. Et donc les 15 dernières années, ça nous fait remonter à peu près à 2010. Eh bien, quand il est rentré en Cancer, ben, il a fait monter en force cette histoire du féminin.
Alors il y a ça peut être le féminin sacré aussi, c'est pas que le féminisme, c'est-à-dire que le retour du féminin, c'est-à-dire on se pose la question, est-ce qu'on peut gérer la société, le monde, les systèmes, le système capitaliste autrement que par l'hyperconsommation qu'avait suggéré Proserpine quand il était en cancer, c'est-à-dire il y a environ 60 ans de ça, le début de la société de consommation, les 30 glorieuses, etc. Donc là, on a l'idée que ce système d'hyperconsommation est poussé au maximum pendant les 15 dernières années. On le voit avec les scandales actuellement là, de l'immense production de vêtements, par exemple, avec la marque Chine, là, qui est la marque, comme son nom l'indique, qui est chinoise, et qui envahit, les chiffres sont faramineux, quoi. C'est des milliers de nouveautés par jour, enfin, ça devient complètement débile. Et donc les gens achètent parce que c'est moins cher, donc c'est fait par des esclaves, et donc du coup les gens achètent 3 à 4 fois plus de vêtements qu'ils ne mettent pas ou qu'ils jettent après. Donc c'est un énorme gâchis au moment même où la planète est en train de souffrir. Ben on a vraiment la question à se poser, comment on consomme, est-ce qu'on peut arrêter de consommer comme des malades? Alors ça peut cacher une frustration bien sûr, ou ça peut cacher comme pour les vêtements, une hypersexualisation, parce qu'il faut plaire absolument, voilà, du côté féminin. Vous voyez, le féminin archaïque, il est là aussi, hein, il est dans, voilà, ça c'est pas du féminisme, ça, c'est-à-dire c'est vraiment la notion de, au contraire, et c'est la réponse féminine au male gaze, comme on dit, au regard de l'homme, c'est-à-dire le besoin de séduire, de plaire, voilà, de rencontrer quelqu'un pour peut-être être aimé. Voilà, tous les archaïsmes féminins sont là aussi dans Proserpine en cancer. Donc c'est pour ça que ça va mûrir un peu mieux, ça va un peu se développer de manière plus profonde. Mais néanmoins, les signes du cancer contiennent des mémoires archaïques, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous invite à réécouter le 4e travail d'Hercule qui est enregistré sur le site, la capture de la biche de Cérinée, travail qui a lieu donc dans le cancer, et qui pose la question de comment, quand on est dans la forme, le cancer c'est la porte des hommes et la porte des dieux, c'est Capricorne, la porte des hommes qui est en bas, l'endroit de la Kundalini, l'endroit du sexe, et puis la porte des hommes étant plutôt dans la nuque, l'entrée dans la boîte crânienne, et on sait que la Kundalini va de l'un à l'autre, et que cette Kundalini montante, c'est pas forcément une montée spectaculaire comme on voit dans certaines expériences yogiques, mais ça peut être une montée très lente et progressive pour tous les êtres humains, c'est-à-dire comment on passe de l'identification à des instincts vers l'intuition, en passant l'instinct, on passe par la sensibilité, puis après on va aller jusqu'à la compréhension profonde, l'intellectuel, puis ensuite à l'intuition. Donc il y a un mouvement comme ça qui se fait selon le niveau justement de sensibilité, d'évolution des êtres humains. Certains sont coincés dans le domaine de l'instinct, de la pulsion, mais on part tous de là, hein, on est tous nés d'un acte sexuel, donc c'est bien la pulsion qui nous a tous fait naître, mais disons que ensuite, quand on est jeune, il y a la pulsion de manger, et puis de prendre plaisir, et puis à manger, à boire, et puis après, petit à petit, la sensibilité arrive. On peut voir ce mouvement comme étant celui dans le cosmos, si vous regardez bien le cosmos dans le système solaire, quoi. Vous avez la Terre et la Lune qui forment le système un peu Gaïa et Lune, quoi, qui est un peu le niveau plus instinctif, quoi. Puis après, on passe à un niveau, la planète la plus proche, si on va vers le Soleil, si on va vers la conscience, ça va être Vénus. D'abord, on va rencontrer Vénus qui représente des sentiments, hein, l'aspect sentimental plus. Et donc, ensuite, si on se rapproche encore du Soleil, on passe par Mercure. Et là, Mercure, c'est l'aspect plus mental, quoi. Et hop, on arrive au Soleil, qui est l'aspect plus spirituel. Donc, il y a une gradation comme ça dans les corps subtils. La première couche est physico-énergétique, si vous voulez, la deuxième est astrale, la troisième est mentale, et puis le dernier corps, l'œuf cosmique dans lequel nous sommes tous insérés, on a tous un œuf cosmique vibratoire autour de nous, c'est notre aspect solaire. Évidemment, on commence tous par sentir d'abord son corps,
à se rendre compte par les sensations du corps, quoi. Les 5 sens et tout ça. Et c'est après les consciences des sens, comment elles évoluent, comment le regard se modifie par la beauté, de même oui par la musique et tout ça. Là c'est des consciences qui évoluent, qui vont donner des sentiments, la sensibilité va évoluer. Puis ensuite, encore plus loin, une fois qu'on a eu cette formation comme ça par les sentiments, l'intelligence n'est plus la même, elle va plus être seulement mathématique ou simplement, comment dire, mécanique. Elle va se doubler de compréhension, même de sagesse, de capacité d'écoute. Et après encore plus loin, là c'est des qualités supérieures déjà. C'est ce qui fait le propre de l'être humain, quoi. On dépasse simplement l'aspect affectif pour se retrouver dans une compréhension des problèmes collectifs, dans une compréhension plus large. Et puis en dernier, c'est ce qu'on appelle, il y a les 5 sens, les 5 consciences des sens, les 5 qualités supérieures, et puis à la fin, ce qu'on appelle les 5 dhyani Bouddha, quoi, dans le bouddhisme, c'est-à-dire les 5 qualités vraiment plus que supérieures, qui sont liées à l'intuition, à la compassion, voilà, à la divinité, quoi, la sagesse divine, donc, et à l'éveil du soi. Donc on voit un petit peu ces 4 phases de croissance. Le cancer étant le signe dans lequel on prend forme, dans lequel l'être humain s'incarne dans la matrice du ventre de la mère d'abord, puis ensuite dans la matrice sociale, une fois qu'il grandit, on est pris dans un globe, on est englobé en fait dans un univers nourricier qui d'abord est la mère, puis ensuite va être la société qui nous entoure, plus ou moins nourricier d'ailleurs. Et c'est cette matrice-là qui nous forme, quoi. C'est cette première formation à la vie de manière sécurisée par la mère, par le ventre de la mère d'abord, et puis ensuite par le nourrissage de la mère. C'est ça qui va former nos premiers sentiments, en fait, nos premiers, d'abord sous forme d'instinct de sécurité ou d'instinct comme j'ai dit, de goût. Les 5 sens sont nourris, quoi. Mais dans le but d'évoluer affectivement. Évidemment, l'adolescence est plus difficile pour ceux qui n'ont pas eu, quand il faut arriver soi-même à fabriquer ses propres sentiments, pas simplement ceux qui sont construits dans la sphère familiale, mais à rencontrer l'autre. Il faut que le cœur soit ouvert, et c'est là que ça va dépendre aussi de ce qui s'est passé dans cet accueil primitif, dans la première matrice familiale, quoi, qui est la famille. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on a été libre? Est-ce qu'on s'est senti aimé? Est-ce qu'on a été favorisé dans ses choix, dans ses goûts? Ou au contraire, est-ce qu'on a été brimé, frustré, même tapé ou malmené, quoi, voilà, ou engueulé comme du poisson pourri, comme on dit. Donc dans ces cas-là, l'adolescence est plus difficile, évidemment, parce quand il faut trouver l'âme sœur, ça, on peut être plein de peur ou de préjugés ou de fermeture. Voilà, donc et l'âge adulte, après, c'est l'âge plus intellectuel dans lequel on se forme professionnellement et on trouve sa place. Il dépend un petit peu de ce qui s'est passé avant. Alors c'est pas la même chose du tout, l'intellect et l'affectif, bien sûr. Mais disons qu'il y a un lien quand même. On s'insère d'autant mieux dans la société que ce passage de l'affectif se fait plus ou moins harmonieusement, on va dire. Donc, en général, on s'arrête là, quoi. L'être humain s'arrête là, l'occidental en tout cas, parce qu'on a coupé complètement le lien au religieux, parce que le religieux a coupé le lien avec le spirituel, tout simplement. Donc, il est devenu moins intéressant. Plus, il a plus triché avec les textes sacrés, avec le vrai message des grands éveillés. Il a été trahi par quand j'ai écouté récemment une petite émission sur l'affaire Dreyfus. Bon, on voit très bien que l'Église, où il est du côté de l'innocent, hein, comme le message christique invite à le faire, hein, l'innocent sacrifié, bah non, il était juif, donc c'était un salaud, donc donc l'antisémitisme faisait que, plus le nationalisme qui se mélangeait à ça, faisait que, bon bah voilà, il fallait que l'agneau soit sacrifié, quoi. Évidemment, c'est exactement l'inverse du message du Christ. Donc, et l'Église n'a rien vu, c'est rangé comme un seul homme du côté du pouvoir, quoi. Donc l'amour du pouvoir a fait remplacer le pouvoir de l'amour. Donc une religion qui est pour l'amour du pouvoir, c'est plus le vrai sens de la spiritualité.
c'est une institution pervertie. Et on le voit encore, les derniers exemples de ça récemment. Les institutions qui peuvent pervertir les enfants sous prétexte de les protéger, c'est évidemment le signe du cancer aussi. Ce signe du cocon protecteur qui est la condition par laquelle on peut grandir, évoluer. Bon, voilà, je voulais résumer ça. Donc, on voit très bien que cette matrice, c'est aussi la société. Et depuis que Proserpine est en cancer, il nous invite à revoir à l'aune du cœur, à l'aune des vraies valeurs du cœur, qu'est-ce que valent on va dire les lois sociales, ce qui nous permet d'être sécurisés, d'être bon bah ça peut être la sécurité sociale, ça peut être l'âge de la retraite, ça peut être des tas de choses comme ça qui font que est-ce qu'on est plus ou moins bien protégé par l'État. L'État c'est Capricorne, le cancer c'est la société dans ses mœurs et ses harmonies. Et la France est un pays très particulièrement qui essaye de trouver, on va dire, un équilibre entre les deux. C'est un pays qui est balance. Dans la Révolution française, c'est la première constitution de la République française contient le signe de la balance, un peu de la Vierge aussi, mais beaucoup de la balance. Et le balance, c'est le signe qui est à la fois carré au cancer, Capricorne. C'est-à-dire, c'est comment la société peut aider les êtres humains à croître depuis leur aspect nourricier, le cancer, quoi, la base, la production, la nourriture, la distribution plus ou moins égale à chacun des fruits de la terre, voilà, et des fruits de la croissance, on pourrait dire maintenant. Et puis le Capricorne, l'État qui lui, normalement, dans la première acception, celle du Code d'Hammurabi, il y a plusieurs siècles, même, oui, c'est ça, une quinzaine de siècles avant Jésus-Christ, a décrété qu'il fallait créer des lois pour protéger le peuple des plus puissants. L'État, à l'origine, on en est loin maintenant, mais l'État, à l'origine, est créé pour protéger des abus de pouvoir les plus faibles. Sinon, c'était la loi la loi du plus fort, quoi, voilà, le loup et l'agneau, quoi. C'est-à-dire la loi du plus fort et qui a régné pendant un certain temps. Et là, Hammurabi, dans sa grande sagesse, a dit non, il faut qu'on crée un code de loi qui soit valable pour tout le monde, y compris pour les puissants, qui fait que celui qui fait du mal à plus faible, il y a quelque chose, une entité plus forte, une violence autorisée, venant du plus fort de tous, c'est-à-dire le roi ou l'empereur, et qui dit non, cela n'est pas juste, tu n'as pas le droit de faire cela à quelqu'un d'autre, sous prétexte que tu es plus fort que lui, ou que tu es plus riche, ou plus armé. Bon, voilà en quoi la République française, née en balance, essaie de faire un équilibre entre le peuple, le cancer, et puis le Capricorne, l'État, avec sa violence aussi. Hein. Il y a eu la guillotine, hein, pour ceux qui voulaient pas renoncer à leurs privilèges. Donc voilà, Proserpine au milieu du cancer, et un peu au milieu du guet là, et il dit bon, est-ce qu'on peut revenir aux vrais besoins d'un peuple? Est-ce qu'on peut remettre ça sur la table, ou est-ce que c'est pas possible d'en parler dans le Parlement Balance, qui normalement doit dicter les lois que l'État va installer, va structurer en Capricorne. Donc, alors, tout ça c'est les signes cardinaux. Le dernier signe cardinal dont je n'ai pas parlé, c'est le Bélier, qui lui est occupé par, je rappelle en ce moment, par une nouvelle conjonction Saturne-Neptune, pas très loin de Bacchus, et qui indique qu'on est vraiment dans l'avènement d'une nouvelle religion, d'une nouvelle formule, comment dire, sociale, où les individus ceux qui recherchent le plus le pouvoir, la présence de Bacchus pas loin, c'est ceux qui sont ivres de pouvoir, veulent créer une espèce de nouvelle religion. Une religion qui s'appelle le techno-féodalisme. Je recommande l'émission du 29 juin 2025, le code a changé, à 11h10, c'est le 29 juin, qui était sur le techno-féodalisme, et puis sur ce que Yanis Varoufakis avait appelé le techno-féodalisme. On trouve d'autres noms maintenant, il y a l'apocalypse néolibérale, enfin il y a plein de... Tout ça veut dire un peu la même chose,
Mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on doit comprendre. On n'est plus dans le système droite-gauche, il y a quelque chose d'autre qui se crée. Et là, c'est en train de se déclencher à fond avec cette conjonction Saturne-Neptune-Bacchus. C'est comme s'il y avait des nouveaux conquérants qui se lancent à l'assaut de bouffer la planète entière et de bouffer l'humanité entière. Voilà. Elon Musk c'est un bon... Et Trump sont des bons représentants de ça, mais Poutine aussi, évidemment, ou Netanyahou, il y a des espèces d'ego surdimensionnés qui se croient tout permis et qui sont prêts à massacrer les gens ou à les piller complètement, à leur voler tout ce qu'ils ont pour asseoir leur propre pouvoir. Donc c'est très intéressant de voir ça sous l'angle astrologique parce que ça permet de comprendre ce que ça veut dire en même temps. Ça permet de nous positionner plus clairement parce que c'est bien d'une nouvelle religion qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'en fait, on va prétexter la liberté de l'individu de dire ce qu'il veut, voilà, pour en fait mieux le manipuler. Donc c'est ce que font un peu les réseaux sociaux, les Facebook et tout ça. Voilà. Donc c'est intéressant. On avait vu le thème de la nouvelle lune et où j'avais mis en avant le fait qu'elle avait lieu sur Jupiter en Cancer, qui lui est en exaltation en Cancer, il vient d'arriver. Et donc lui, il est là, ce Jupiter, cette nouvelle lune était là pour s'arracher en fait à l'influence de cette nouvelle conjonction Saturne-Neptune qui est comme un nouveau message collectif, une nouvelle religion, une religion, on pourrait dire apocalyptique, quoi, qui va révéler ce qui est caché derrière le système capitaliste, c'est-à-dire l'amour profond de la corruption, on pourrait dire. L'absence de valeur, puisque la seule valeur, c'est l'égocentrisme, la jouissance individuelle aux dépens, si besoin, et même très souvent, de l'intérêt d'autrui, des autres. On se donne le droit tant qu'on y croit, tant qu'on y croit qu'on va gagner, on se donne le droit d'écraser les autres. Après, il y a toujours un événement dans la vie qui va faire qu'on va s'apercevoir que c'est raté, qu'on peut pas écraser les autres. Et là, on va vouloir revenir à quelque chose de plus juste, mais c'est trop tard parce qu'on aura installé cette foire d'empoigne, cette croissance par la compétition de tous contre tous, qui peut amener effectivement la guerre de tous contre tous en plus. En conséquence immédiate. Donc il y a un aspect extrêmement guerrier, extrêmement violent, qui va avec l'Uranus qui est en taureau, mais pas pour longtemps encore. Uranus va quitter le taureau, heureusement. Donc pour revenir à la pleine lune maintenant, en ayant vu la pleine lune, c'est la floraison, l'épanouissement en fait de la nouvelle lune toujours. C'est pour ça que c'est très important de méditer au moment même de la nouvelle lune. Parce que la pleine lune va être l'épanouissement de ce qui est apparu à ce moment-là. Sa signification maximale, on va dire. L'épanouissement, si c'est quelque chose de négatif qui a été planté à ce moment-là comme germe, ça serait, on le verra en pleine lumière que c'est négatif. Hein. C'est épanouissement, faut pas le prendre en termes uniquement positifs. C'est-à-dire, c'est l'expansion, on va dire, plutôt qu'épanouissement, l'expansion visible, manifestée de ce qui a été planté comme germe au moment de la nouvelle lune. Donc là, qu'est-ce qu'il y aura à dire sur cette pleine lune? Elle est intéressante parce que elle contient deux dimensions. Alors, comment dire ça? Bien comprendre que bon, c'est le mois de juillet, tout ça, voilà. Je recommande l'écoute de la dernière là sur Radio Nova là, on trouve ça sur YouTube, la dernière, et où il y a eu ça a vraiment parlé vraiment du cancer comme par hasard. Hein. C'est-à-dire le cancer, si on veut que le peuple soit bien, on sait que le régime le moins pire de tout ce qui a été trouvé, c'est la démocratie. On sait très bien que cette démocratie est perpétuellement trahie par des tas de corruption du capitalisme en particulier, parce que l'équivalence capitalisme-démocratie n'a été valable que dans un temps très court, au moment de l'ère des Lumières, puis le début du 19e siècle, on va dire, alors que cette équivalence n'est pas du tout vraie en fait. Ce sont deux phénomènes très différents qui sont d'ailleurs pas forcément nés en même temps, qui ont eu l'air de s'éloigner en même temps, et maintenant ça apparaît de plus en plus comme une tromperie. On voit très bien que le capitalisme s'accommode beaucoup mieux du fascisme
ce que Hitler avait compris, ou Pinochet, ou des gens comme ça, ou Poutine. Et donc, ce capitalisme perverti n'a plus rien à voir avec la démocratie, qui est un autre système complètement différent. Et donc, là, la trahison par le capitalisme de la démocratie se voit de plus en plus. Et évidemment, il y a des gens qui peuvent nous ramener à cette essence du cancer heureux, quoi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le démonisme, c'est-à-dire la capacité d'une société à faire le bonheur de ses sujets, quoi, on va dire ça. Eh bien, Edoui Plenel et Rokhaya Diallo, qui sont invités pendant cette émission, c'est vraiment à écouter. Leur discours est vraiment, ça fait vraiment du bien, parce qu'ils de manière très différente, un par un vieux briscard, on va dire, de la lutte pour les droits de l'homme, et pour les droits aussi des peuples, Edoui Plenel d'un côté, et puis l'autre, Rokhaya Diallo, qui est plutôt une jeune féminisme noire, qui enseigne aux États-Unis, donc très déluré, on va dire. Ça fait deux enseignements très différents, mais qui ont tous rapport avec qu'est-ce que c'est que réellement la démocratie. Parce qu'on sait plus ce que c'est. Hein. Les gens, par la démocratie, savent plus ce que c'est. Au point qu'ils ont envie de s'en débarrasser, parce qu'ils croient que c'est cette corruption organisée qu'on voit dans le gouvernement, dans tous les gouvernements actuellement. Et du coup, on est prêt, sous l'effet des lavages de cerveau organisés sur pas mal de réseaux sociaux alternatifs par les hackers poutiniens, mélangés avec les complotistes pas clairs, parce que bon, le complotisme clair, c'est dénoncer le capitalisme en tant que complot profond, et tous les petits complots qui créent. Mais le complotisme pas clair, c'est quelque chose qui croit qu'il y a un grand maître derrière tout ça, et que tout est magouillé par un projet complètement planifié de desservir l'humanité, d'en faire des moutons. Ce sont des caricatures faites par des gens qui sont pas conscients vraiment de ce qui se passe, qui simplifient au maximum le propos pour en venir à une caricature qui est plus facile à gérer que la complexité des problèmes. Comme dit Edgar Morin, si on veut vraiment pouvoir agir politiquement de manière à se libérer de toutes ces magouilles, il faut accepter que la situation est très très complexe. Le capitalisme a créé une espèce de grande complexité parce qu'il est très très habile en s'appuyant sur ce qu'il y a de pire dans l'être humain, il est sûr de toujours avoir un point d'appui. Alors que si on s'appuyait sur la vertu dans l'être humain ou sur des valeurs vraies et profondes, souvent elles sont pas là. Sur beaucoup de gens, elles sont pas là. Alors que si on s'appuie sur ce qu'il y a de pire, l'appât du gain, le désir de posséder et tout ça, le désir d'avoir plus que l'autre ou de critiquer l'autre, tout ça c'est des points d'appui extrêmement puissants, quoi. Les 4 éléments pervertis, feu, terre, eau, pervertis, c'est les 4 points d'appui du capitalisme. Donc c'est pour ça qu'il triomphe sans cesse. Et Marx a vu ses aspects économiques. Il a abordé les aspects sociologiques avec l'opium du peuple. En parlant de l'opium du peuple, il a vu comment en fait il y avait une manipulation déjà des masses pour maintenir leur exploitation, pour éviter la révolution justement. Mais il a pas vu ce qui se passe actuellement. Le nouveau Karl Marx de notre époque, c'est une femme comme par hasard, c'est Naomi Klein. Naomi Klein qui a écrit La stratégie du choc. Il faut vraiment lire ça parce que c'est vraiment une remise à jour de tout ce que Marx avait pu dire, mais en se trompant, parce qu'il a pas donné les moyens. Marx, il a très bien analysé le capitalisme, mais il a pas donné les moyens. Et évidemment, ça permet au capitalisme de continuer à se développer jusqu'à aboutir au néolibéralisme plus échevelé, quoi. Et avec les théories de l'école de Chicago, Milton Friedman, je bafouille, Hayek, tout ça, tous ces grands économistes qui ont reçu des prix Nobel, tout ça, dans les années 70, ou des grands prix d'économie pour dire que c'était les meilleurs, quoi. Alors que c'était les pires, c'est ceux qui ont mené le capitalisme au sommet de sa perversion. La stratégie du choc étant une analyse excellente de la montée d'un capitalisme du désastre, elle appelle ça, c'est-à-dire un capitalisme que moi j'appelle apocalyptique, c'est-à-dire qui crée les conditions d'une destruction de la planète et de l'humanité, et qui les maintient, ces conditions. Au lieu de les enlever, les maintient. Alors que la plupart des gens commencent à comprendre qu'il faut
sortir de ce système d'urgence. Alors, voilà, c'était ma petite parenthèse. Et dans cette émission, vous pouvez écouter, aller voir aussi sur YouTube la chanson de Guy Edré, C'est l'été, qui parle vraiment là du cancer aussi, c'est-à-dire ce côté complètement stupide, un peu le féminin archaïque, c'est le besoin pour tous les... Ne confondez pas le féminin avec les femmes, hein. Le féminin c'est en chacun, le masculin aussi c'est en chacun. Le féminin archaïque en nous c'est le besoin voilà, de se reposer, de se mettre, de s'étaler sur la plage après 9-10 mois de boulot, quoi. Waouh, putain, j'ai envie de jouir, de prendre le soleil, de baiser, de boire, de bouffer, les 3B. Ça, c'est le féminin archaïque, c'est-à-dire c'est ce qui en nous fait, et du côté du corps, du côté de la jouissance du corps, qui n'est pas forcément négatif, mais qui, pendant l'été, dans une société qui est complètement abétie, on va dire, par une exploitation capitaliste perpétuelle, où le temps est bouffé perpétuellement par des rythmes soutenus pour avoir le droit de payer son loyer, de payer sa bagnole pour pouvoir, avec sa bagnole, aller de son appart jusqu'au boulot, métro boulot dodo, la fameuse formule, quoi. Bon, c'est terrible, c'est évident que le besoin de se reposer est excellemment désiré. Mais ce que je veux dire par là, et le chante très bien Guy Edré, c'est que ça sert de soupape de sécurité au capitalisme pour ne pas voir. C'est une forme de réforme par la gauche, par les congés payés, tout ça, des 36, tout ça, qui a évidemment ramené du bonheur individuel. La plupart des bonheurs qu'ont les gens, d'ailleurs, sont liés à des réformes de gauche, et les gens de droite n'osent pas le remarquer. Ils en profitent, mais ils ne voient pas. C'est les premiers à dire « Ah oui, moi je veux mes vacances ». Qui c'est qui aurait... Si tu n'aurais pas de vacances, si la droite était restée au pouvoir. Donc à chaque fois, il y a des petits... Une fois tous les 15 ou 30 ans, la gauche arrive au pouvoir, et quand c'est d'une vraie gauche, donc reportez-vous à quelques années en arrière avec Hollande, mais quand c'est une vraie gauche, donc pas Hollande justement, elle institue des lois extrêmement bénéfiques pour le bonheur démocratique, pour le bonheur des gens. Et après, il faut retourner à l'esclavage parce que la droite revient au pouvoir après souvent avoir laissé la gauche gérer des crises qu'elle n'arrivait pas à résoudre elle-même. Donc ça calme le jeu, ça fait une soupape de sécurité. C'est comme si on relâche la pression et on retourne dans le même système. Donc c'est une matrice, hein, c'est pour ça que le film Matrix est très intéressant. C'est une matrice dans laquelle on est tous et de laquelle on doit se libérer. Le cancer nous parle du conditionnement. On est tous conditionnés. Ceux qui ne parlent pas de conditionnement, c'est ceux qui sont le plus conditionnés. Ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui sont le plus déconditionnés parce qu'ils sont obligés de voir que tout autour d'eux est très conditionné. Donc l'idée de cette sensibilité de masse, on doit s'en libérer, quoi. C'est tous les conditionnements, les manipulations collectives qui vont avec, les manipulations de plus en plus subtiles avec le néolibéralisme maintenant. C'est pas que la publicité, hein, c'est des manipulations au niveau du pouvoir, au niveau des manières de faire au niveau financier aussi, des espèces de choses trappes financières pour que toujours les mêmes s'enrichissent avec des notaires, les avocats derrière, des cabinets d'avocats qui font ce qu'il faut pour que jamais ils perdent que leurs abus, leur corruption ne soit jamais punie. Tout ça doit être vu et c'est pas évident, hein. On est tous dans des égrégores d'attachement variés et avariés des fois d'ailleurs. Et étant pris dedans, on fait le jeu de la consommation, on fait le jeu de ces gens qui nous dirigent dans les allées des supermarchés pour nous faire acheter ce que nous désirons tellement plus fortement, quoi. Donc il faut s'isoler de ça. Le cancer, c'est le signe où vous pouvez retourner en méditation. C'est un signe d'eau, c'est un signe de méditation, c'est un signe lunaire où on peut se poser à l'intérieur de soi-même tranquillement, au lieu de simplement se reposer sur la plage. On peut s'asseoir verticalement aussi au bord de la mer et se dire, est-ce que je peux m'explorer dans cette colonne vertébrale qui va du cancer en bas jusqu'au capricorne en haut, pour pas simplement m'étaler dans une jouissance débile sans voir que à chaque fois on est déçu, quoi. Donc l'isolement est la règle et pourtant la foule existe, c'est ce que dit le mot-clé pour le cancer. Et ouais, on appartient à des masses, quoi. On est dans des masses. Bon, moi je suis français, voilà. Enfin, je suis breton, mais donc je fais partie de la masse française, même si je me pense breton, etc.
Voilà, chacun appartient à des masses comme ça, à des groupes prédéfinis, comme Roquette Diallo le disait. Bah, elle est femme, puis elle est noire, voilà. Donc elle est intello, donc selon voilà, pour son côté intello, elle est payée pour, donc ça lui fait des avantages sociaux certains, ce qui fait qu'elle passe à l'émission. Et puis le fait qu'elle soit femme, bon bah voilà, elle a à lutter contre le patriarcat, et le fait qu'elle soit noire, elle a à lutter contre cette double. Voilà, c'est intéressant parce que c'est des appartenances à des groupes qui font qu'on est défini un peu par ça, mais défini par l'extérieur par ça. Mais en réalité, à l'intérieur, on n'est pas défini par ça. Si on regarde, si on enlève les conditionnements, si on s'isole de ces conditionnements, on peut retrouver une forme de liberté intérieure, de respiration. Mais pourtant, la foule existe, ça veut dire que néanmoins, ces groupes sociaux, ces appartenances économiques fonctionnent quand même. Donc la spiritualité ne doit pas être un moyen de fuir ou d'échapper, comment dire, de ne pas vouloir voir ces injustices ou cette désorganisation sociale, on pourrait dire, par les institutions qui sont souvent qui ont perdu leur but ou qui ont perdu leur sens, comme la sécurité sociale qui sert maintenant à pomper l'énergie des impôts pour la mettre non pas dans la sécurité maladie des gens, bien que ça marche aussi heureusement encore, mais surtout pour des maladies très graves à alimenter des labos pharmaceutiques qui sont plus du tout là pour les soigner, qui sont là pour s'enrichir de manière éhontée, alors qu'au début c'était un moyen de distribuer de l'argent vers ceux handicapés, vieillards, enfants, tous ceux qui ont besoin que soit parce qu'ils n'ont pas commencé leur vie, soit parce ils sont en train de la terminer, ou soit parce qu'ils sont malades ou handicapés, de recevoir une solidarité du reste du groupe social. Donc là aussi, on est dans le cancer. Alors on voit très bien que quand le cancer évolue, ce qui va se passer avec Proserpine, qui va circuler maintenant dans la deuxième partie du cancer, on va poser la problème de l'âme pour le cancer, quoi. C'est-à-dire comment on peut rendre service à tous les êtres, en fait. Comment on peut être au service. On voit très bien que là-dedans, la compassion rentre en jeu, parce que si vous n'avez pas de compassion, vous n'avez pas du tout envie de rendre service à tous les êtres. Vous avez ni le sens du seva, le sens du service désintéressé, est pratiquement disparu en Occident, parce qu'on ne voit pas du tout l'idée. Je me rappelle que dans ma vie thérapeute, j'ai pu faire des actions bénévoles énormément, et avec certaines personnes, ça soulevait une méfiance énorme. Mais je dis, attends, comment que ça se fait qu'il fait ça de manière désintéressée? Il est en train de me rouler, il va me vendre quelque chose, il va essayer. C'est pas possible, ça n'existe pas. On en est au point maintenant que la simple fraternité humaine, le sens de vouloir aider quelqu'un qui souffre ou qui a besoin d'aide, quoi, ou qui est accidenté, tout peut être pris comme suspect, comme quelque chose, voilà, héberger quelqu'un, voilà, là, qu'est-ce qui va m'arriver? Je l'ai vécu moi-même étant jeune. Je me rappelle avoir fait du stop avec un copain, j'étais très très jeune, et on est allé à Amsterdam, et des petits Français qui vont à Amsterdam à mon époque, c'était vraiment, on est toujours sous-développé en France par rapport à pas mal des pays nordiques, quoi. On est toujours, faut avouer, franchement sous-développé. Et donc quand on est arrivé là-bas, on était très surpris par toute la liberté qu'il y avait, de mœurs, de rencontres, bon voilà, on s'est bien éclaté, quoi, comme on dit. Mais la première nuit, on savait pas où aller dormir, puis il y a un mec qui est passé, et puis il a dit ah, vous savez pas où aller, si vous voulez, je vous invite. Et en fait, comme on était deux mecs ensemble, et que là-bas, les mœurs c'était très 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 libre, quoi. Évidemment, le mec il a pensé, bon bah c'est deux mecs qui sont ensemble, c'est un couple, quoi. Et il s'est dit, tiens, on va faire une partie à 4, parce que lui il était en couple avec notre mec, quoi. Et nous, en tant que petits Français, quand on est rentré dans leur appartement, qu'on a vu les deux mecs étaient en couple, en France, ça se disait pas, c'était encore planqué, on était dans les années 70, et pourtant, ça a évolué, mais très très lentement. Faut voir que le mariage homosexuel, c'est dans les années 2000, donc c'est plus de 20 ans après, quoi. Donc, on est resté comme deux ronflants, on s'est dit, on a eu aussitôt peur, quoi. Comme s'ils allaient nous violer, voilà. On s'est retrouvés dans la situation, on s'est réveillé. C'était l'idée de...
Et ça les a fait marrer, les deux Hollandais. Ils se sont dit, mais attendez, ok, on s'est, on vous propose, voilà, on vous propose une soirée comme ça, mais si c'est pas votre truc, alors on a dit, bah non, on n'est pas du tout pédé, je sais pas, on a dit ça comme ça, on lui dit homosexuel, enfin, on était tellement cons que, je sais plus quel âge j'avais, enfin, très jeune. Et donc, elle dit, mais ils ont rigolé, ils ont dit, mais vous inquiétez pas, oh, ça va, on va pas vous, voilà, c'était une proposition, en tout bien, voilà, tout bien, tout honneur, et voilà, il y a une chambre pour vous, vous pouvez rester dormir si vous voulez, on va pas on va faire aucun mal. On avait passé un début de nuit un peu inquiet, puis après on s'est endormi, on s'est dit, ouais, finalement, ils sont sympas. Mais voilà, c'était juste pour dire à quel point on est conditionné par des conneries, par des idées. Mais on se rend compte que quand tout d'un coup on est confronté à quelque chose qui heurte la connerie, quoi. Si elle n'est pas heurtée, elle est tranquille, la connerie. On barbote dedans, hein, tout content sans s'en rendre compte, quoi. Voilà, c'est ça aussi, c'est le signe du cancer. Regardez, quand Pluton rentre en cancer, 14-18, ont été prêts à faire une révolution sociale vraiment profonde dans tous les pays européens, puis tout d'un coup, on va tous partir à la guerre, super. Et on a tout oublié des révolutions sociales et on allait se massacrer entre Allemands et Français. Voilà. Quand Neptune est rentré, c'était Neptune qui est rentré, pardon, j'ai dit Pluton. Il y avait à chaque fois qu'une planète lente rentre comme ça en cancer, il y a une modification de l'état du monde, parce que ça va chercher tous les archaïsmes, en fait. Ouais, par exemple, Neptune, quand il rentre en cancer, pour reprendre l'exemple, sur 1900, par là, il va créer 1901, il va créer ce qui va être la base, en fait, de la révolution russe. Mais il y a partout, dans le monde entier, une montée de l'espoir d'une société communiste qui aurait pu se créer avec Rosa Luxembourg en Allemagne. Ça aurait été sûrement moins violent et moins cruel, et peut-être très différent. Mais voilà. Donc, donc après, quand Pluton rentre en cancer, donc c'est la guerre 14-18, plus grand massacre entre Européens qui a eu lieu. Et voilà, quand Uranus va rentrer en cancer après, comme là il rentrera dans 7 ans aussi, c'était le moment 1949, ça, c'est la création de la Chine, c'est l'avènement de certains pays nouveaux, quoi, qui vont être à la fois les deux Allemagnes, Israël, la Chine, plusieurs pays qui prennent un peu leur indépendance à ce moment-là, qui commencent à prendre l'indépendance. C'est le mouvement des indépendances, et qui ramène au devant de la scène, en fait, les énormes méfaits du colonialisme. C'est la Chine de Mao, c'est ça, c'est une défense contre un pays qui a été vampirisé par les Anglais, puis par les Français, puis par tous les coloniaux pendant pratiquement un siècle. Donc voilà, Israël, c'est le résultat de la diaspora, puis de la Shoah. Bon, il y a vraiment le besoin. C'est un peuple qui a été complètement vampirisé aussi par l'idéologie nazie, et qui veut son pays. Malheureusement, l'ONU va décréter de les mettre à l'endroit où habite déjà un autre peuple, ce qui va, et en demandant qu'ils fassent un pays à deux États, quoi, et qui vivent ensemble. Mais évidemment, ça s'est pas passé comme on n'a pas demandé leur avis aux Palestiniens. Évidemment, ils ont défendu leur chez-soi, mais c'était devenu le chez-soi des autres. Donc voilà. Et depuis, on y est encore à ce niveau-là. Vous voyez, c'est des archaïsmes d'histoire. C'est l'histoire des peuples qui est dans le cancer. Et c'est ça qui c'est pas évident à gérer. Donc l'humanité, elle est et Gaïa, la Terre-Mère aussi, elle est concernée par ce système Terre-Lune qui est en astro, tous les archaïsmes, toute la mémoire de l'humanité, elle est là. Voilà, donc pour rappeler ce thème de pleine lune, elle est dotée d'un côté le milieu du ciel, tout le début des signes masculins est occupé par le milieu du ciel à Paris, est occupé par le milieu du ciel est dans le début Sagittaire, pardon.
C'est sextile à l'ascendant qui est sur Pluton en Verseau, sur Paris, donc remue-ménage possible. Alors, il faut toujours voir que c'est pas le thème de la pleine lune qui va vraiment fonctionner, mais c'est le thème de la nouvelle lune. Mais je vous rappelle ce que j'avais dit sur la nouvelle lune, j'avais parlé de cette espèce de crise un peu politique, sociale et financière qui est en route là. Et donc, ça peut se manifester d'autant plus fort que l'ascendant est sur Pluton, donc ça crise là. Et donc, alors c'est au mois de juillet. Alors est-ce que Micron Ier, notre grand empereur, va choisir de dissoudre à nouveau l'Assemblée? Il aime bien ce genre de... Encore une fois, si vous lisez la stratégie du choc de Naomi Klein, plus on secoue les gens et qu'on les déboussole, plus en fait c'est facile de les manipuler. Ça, c'est une technique connue. Et comme il a été formé aux États-Unis par les néolibéraux, il connaît cette technique-là. Et il a dû lire Naomi Klein, mais dans le sens inverse, dans le sens des Chicago Boys. C'est-à-dire comment éviter qu'on se défende, que des intellos recommandent ce livre qui dévoile complètement. Là, le complot est lié. C'est pas du complotisme à la marmoineux, à la sauce poutinienne. C'est le vrai complot. Il est le complot du néolibéralisme qui a envahi le monde entier, hein, y compris Poutine, y compris la Chine, tout ça. Il n'y a aucun pays actuellement qui n'est pas dans le néolibéralisme. Voilà. Donc, sextile ascendant Pluton, donc on a l'intelligence artificielle, on ne va pas revenir dessus. Trigone à Uranus, qui lui est en train de rentrer en Gémeaux, hein, aujourd'hui même. Et donc ça c'est très important. Uranus quitte le Cancer, le Taureau, pardon, où on sait qu'il était en chute et qu'il a créé énormément de crispation, de tension, et surtout la montée du ressentiment et la montée du fascisme partout dans le monde. Donc là, changement de vibration. La dernière fois que ça a eu lieu, ce changement, c'était il y a 84 ans, et c'était le moment où tournant la Deuxième Guerre mondiale, où on est sorti du moment où les pays de l'Axe, Japon, Allemagne nazie, Italie, semblaient gagner toutes les batailles, et tout d'un coup, ça bascule quand Uranus rentre en Gémeaux. C'est la technologie aussi, les radars et tout ça qui intervient, ce qui fait que les Américains qui ont un Uranus sur l'ascendant inventent des tas de moyens de communication différents et vont gagner la guerre, surtout grâce à ça, grâce aux radars, grâce au repérage des mouvements ennemis. Et donc voilà, là on a une même révolution technologique qui a lieu, plutôt en Verseau. On a les méfaits de l'informatique au plus haut point qui vont arriver avec l'intelligence artificielle, méfaits écologiques, puisque une requête ChatGPT va prendre 9 fois plus d'énergie des centrales nucléaires ou des centrales pétrole comme ça, 9 fois plus d'énergie qu'une requête Google. Donc et tout le monde veut s'amuser avec ça, à faire des trucs rigolos avec ChatGPT, puis les autres, je connais pas leur nom, mais enfin c'est vraiment exactement ce qu'il faut pas faire, quoi. Mais on a le droit de s'amuser tout seul dans son coin sur son petit fauteuil, comme un petit con, une petite conne. Mais voilà, c'est comme ça qu'en fait l'humanité est en train de creuser sa tombe avec ses dents et avec ses écrans. Donc néanmoins, la présence de Sedna, qui vient de rentrer en Gémeaux aussi, à côté d'Uranus, pose question. Il va être au fond du ciel. J'en avais parlé comme étant l'irruption de nouvelles formes d'intelligence. Ça peut être les intelligences extraterrestres ou les intelligences des maîtres spirituels invisibles, ou ça peut être aussi effectivement l'irruption d'une nouvelle forme de conscience, qui est la conscience de l'intelligence artificielle aussi, c'est-à-dire qui peut déterminer sa propre intelligence, mais c'est une intelligence sans conscience, puisque sans conscience des cœurs de l'âme, comme disait Barablé, mais c'est aussi loin l'intelligence d'un ordinateur. C'est bien un ordinateur qui avait battu Kasparov aussi aux échecs, alors c'est les champions du monde. L'intellect pur peut être évidemment rendu beaucoup plus rapide et plus efficace avec une machine, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais la conscience, aucune machine ne peut la créer, donc, et on ne pourra pas la créer de toute façon. Donc le fait de donner le pouvoir à de l'intellect, c'est exagérer encore l'erreur qu'on a dans notre système, c'est-à-dire placer l'intellect sur le trône, alors que l'intellect, le côté mental de l'être humain, c'est l'erreur, c'est l'erreur humaine.
Voilà, donc il y a Vénus qui est en Gémeaux à côté, ça nous dit, ben voilà, c'est le moment de, on se lâche, on va mettre des antennes partout pour que les gens puissent jouer devant leur petit écran, Vénus, et nourrir en cela un système qui est de plus en plus la matrice qu'il y a dans le film Matrix, quoi. C'est sextile aussi à Saturne, Neptune, Bacchus qui sont en Bélier. On voit très bien que c'est une nouvelle religion du pouvoir qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est l'aspect masculin, Yang, qui est vraiment inquiétant, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment une espèce de violence mentale, avec Pluton en Verseau et Saturne, Neptune en Bélier, qui est là, qui va organiser en profondeur tous les États, hein, en particulier l'Europe, parce que l'Europe comme la Russie sont nés au moment d'une conjonction Uranus-Neptune. L'Europe est vraiment manifestée au moment du traité de Maastricht, qui est né en 92, et elle démarre en 93, l'Union européenne, donc parce que ce traité est ratifié, et donc on peut dire que l'Europe naît à ce moment-là. C'est une Europe néolibérale, c'est pas une Europe qui répond à l'Europe qui avait été désirée par les créateurs de l'Europe, qui était plus jamais ça. Voilà, c'est une Europe qui commence à pencher du côté des magouilles américaines, des magouilles des banques et tout ça, qui mènent le monde. Et donc, néanmoins, comme elle naît à ce moment-là, il y a l'idée que cette nouvelle entité peut créer quelque chose de neuf, puisqu'elle était née aussi avant, avec l'espoir des peuples que ce serait une Europe de la paix et de la démocratie, et de la social-démocratie plus la paix. On s'en éloigne à grands pas, mais il ne faut pas s'inquiéter, ça peut revenir. Moi, je suis pas pour l'Europe qui est actuellement, évidemment. C'est une Europe, elle est encore plus néolibérale presque que la démocratie américaine qui est extrêmement faite pour protéger les riches, quoi. Là, elle le fait presque encore plus, mais plus le traité de 2005 qui a été refusé à raison par la France et la Hollande, mais on a quand même passé en force. Tout ça fait que voilà, l'Europe va se déployer pendant cette période-là, à cause justement qu'elle vient de voir que les Américains ne sont plus son allié obligatoire immédiat, grâce à Trump. Et ça va donner un coup de pied au cul très très intéressant. Alors, pas très intéressant dans le sens que ça va augmenter la course à l'armement, donc faire gagner encore plus de sous aux vendeurs d'armes, d'assaut et tout ça. Mais l'autre aspect que ça a, c'est qu'il va falloir se définir autrement que sous la tutelle américaine. Et ça va donner à penser où on en est au niveau politique. Et au niveau politique, on est en galère en Europe. On n'a pas construit une Europe économique sur le modèle des néolibéraux américains. Et le reste suivra, bien sûr, c'est la théorie de Milton Friedman. Détruisez tout ce qui est public, service public, détruisez tout ce qui est les structures même, les structures, disons, de solidité d'une société, détruisez tout et installez le libre marché à la place. Et le libre marché amènera la démocratie, amènera le bien-être pour tous. On a vu partout que ça marche pas, c'est exactement l'inverse qui se passe, mais ça fait rien, on continue. Bon, alors l'autre aspect, que ça c'est pour l'aspect un peu politique, on en reparlera, de toute façon on est obligé d'en reparler, puisque c'est vraiment un aspect violent et extrêmement créatif, extrêmement créateur. Faut pas oublier que les signes cardinaux, donc c'est le bélier, le Saturne, Neptune, Bacchus en bélier, c'est les signes cardinaux, et le cancer, où sont Jupiter, donc ça c'est carré, donc à Jupiter en cancer, avec dans le Proserpine, donc pas très loin là, pour la pleine lune. Donc cet espoir des peuples avec Jupiter Proserpine, est-ce qu'il va être, il risque d'être bouffé par le projet des Musk, Trump et tout ça, mais en même temps ça peut réveiller par réaction les peuples, à dire mais attends, nous on veut juste être heureux, quoi, arrêtez, au secours, arrêtez de nous pomper notre fric, arrêtez de nous prendre pour des andouilles, arrêtez de nous pomper nos données. Il y a une autodéfense qui peut se créer, mais elle n'est pas garantie, mais il faut comprendre, pour qu'il y ait autodéfense, il faut qu'il y ait compréhension, et c'est à ça que je travaille, mais c'est pas, il y a peu de monde qui comprennent ce qui est en train de se passer, quoi. Mais bon, les petits bouts de débat que je vous propose permettent de comprendre ça.
Il y a le débat de midi, le 4 juillet 2025, c'était il n'y a pas longtemps. Interdire les smartphones. Tiens, on commence à se poser des questions. On s'est aperçu que le QI des enfants dégringole, qu'il y a des suicides à fond. Il y a une corrélation exacte qui a été prouvée scientifiquement entre le nombre d'heures que passe un gamin ou même un ado avec son smartphone et le taux de suicide. Corrélation exacte. Plus le nombre d'heures est grand, plus il y a de suicides. Est-ce qu'on s'approche du vrai débat par rapport aux ondes électromagnétiques? Ben non, parce qu'en bottant touche, on va dire, ah non, c'est le temps devant l'écran. Mais temps devant l'écran, qu'est-ce qu'il a l'écran? C'est pas que les réseaux le problème. Alors, Macron, aussitôt qui arrive avec sa cape, on va vous sauver, on va interdire les réseaux aux gamins. Mais c'est pas qu'une question de réseau, c'est une question d'ondes. Les ondes électromagnétiques bousillent les cerveaux. Donc on n'a toujours pas le vrai débat, mais on s'en approche. Ça c'est bon signe, quoi. On s'en approche. Parce que on se demande s'il faut interdire les smartphones aux moins de 15 ans, comme en Chine, ou comme aux États-Unis. Les États-Unis qui est un pays très démocratique, alors chacun fait ce qu'il veut, mais les gens à Silicon Valley, les Musk et tout ça, il n'est pas question que leur gamin ait un smartphone avant 15 ans. Il a le droit à l'ordinateur, parce qu'il n'y a pas d'ondes, ou beaucoup moins. Et alors que le smartphone, où il y a des ondes, et Wi-Fi et tout ça, ah non, on le file pas au gamin tant qu'il n'a pas ses 15 ans, c'est-à-dire que sa boîte crânienne a pu fermer les écoutilles et faire qu'il va pas irradier son cerveau au point de devenir complètement teubé, quoi. Et c'est ce qui se passe avec tous nos enfants. On est en train, les parents, ah oui, bon, ma chérie, bon, tiens, voilà un smartphone, mon chéri, et hop, et le chéri, on est en train de alors qu'il avait les facultés pour être intelligent, ben, on est en train de le rendre teubé. Et après on dit, ah oui, il a discuté à l'école, je comprends pas, ça se passait bien avant. Bah oui, ça se passait bien avant que tu lui payes le truc qui est en train d'autodétruire son cerveau. Bref, ça peut paraître un peu dur, mais bon, actuellement, il y a beaucoup de parents qui sont complètement irresponsables. Ils croient qu'il faut rendre son enfant heureux, lui faire plaisir, mais non. Il faut en faire un être humain. Être parent, c'est une responsabilité de faire d'un gamin un être humain viable, valable, pas le rendre heureux bêtement, en lui procurant des plaisirs sans arrêt, de manière à le rendre obèse et accro à son idiophone, et puis accro à n'importe quelle drogue ensuite, parce qu'il est incapable de supporter une souffrance, parce qu'il n'a pas eu de but, il n'a pas eu de travail, il a pas eu l'occasion d'être challengé au niveau de l'être, et pas simplement au niveau des bonnes notes à l'école. Bref, donc avec une éducation comme ça, on s'étonne qu'un gamin va tout d'un coup sur un couteau pour assassiner une pionne de 31 ans, qui était vachement sympa en plus, paraît-il, et parce qu'il voulait se venger en gros des adultes, parce qu'il passait son temps devant son smartphone aussi, à avoir des trucs gore et des trucs complètement... Donc il y a bien... Il y en a qui disent, ah oui, c'est pas vrai, les jeux vidéo, les films gore et les films... Ça influe pas, ça au contraire, ça empêche que cette violence apparaisse dans la société. Non, on se rend compte que c'est exactement l'inverse. Quand on passe des heures devant des spectacles négatifs, la négativité rentre dans le cerveau, rentre dans les émotions, et ça charge les émotions avec ça. Il faudra que ça sorte. D'où ces meurtres par des enfants maintenant, des enfants de 11 ans qui deviennent meurtriers. Partout. Alors l'autre aspect qu'on a pendant cette pleine lune, il est complètement différent. Il est que dans les signes celui-là. On a deux trucs qui se croisent, presque deux étoiles de David, ce qui veut dire que c'est un thème très puissant, cette pleine lune. Alors, on a le soleil qui est coincé entre Proserpine et Vulcain en cancer, donc c'est, bien que ce soit le signe du cancer, c'est pas forcément tranquille, ça pose la question de qu'est-ce qu'il faut vraiment pour être heureux, justement. Est-ce qu'on peut pas se creuser le ciboulot un petit peu plus pour vraiment trouver des réponses un peu plus satisfaisantes que celles des pubs ou des villages de vacances pour ça, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre ensemble pour que la société change? Sextile à Mars, Orcus, Apollon, Nœud Sud, Amor en Vierge. Là, il y a une belle conjonction intéressante qui nous invite qui est un peu mélangée en Vierge. C'est-à-dire que notre intellect doit évoluer vers plus d'intuition avec Apollon au milieu. Oui, mais il y a aussi, et Amor, mais il y a le nœud sud qui est là, et Mars qui indique que on a une tendance à réfléchir avec un intellect complètement conditionné, et qui cherche que son petit intérêt financier, tout ça. Donc on n'est pas ce sextile, est-ce qu'il va se faire? Mais néanmoins, c'est des aspects intéressants au niveau spirituel. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas illuminer notre intellect par la méditation? Par exemple, Apollon en Vierge, c'est une pratique, c'est une habitude,
c'est une autodiscipline, tout ça c'est la Vierge, mais qu'on installe pour se clarifier soi-même, pour nettoyer son intérieur, ses émotions. Évidemment, on en trouvera tout le temps plein des émotions, mais en faisant ça, on les libère. Il y a un trigone avec ce qui est en Poisson, qui est Nessus, le nœud nord. Le nord est en Poisson. Trigone toujours de cette conjonction de ce soleil en Cancer, je veux dire. Trigone à Nessus, nœud nord en Poisson. Ben ouais, on va vers des karmas négatifs, vers des tensions, parce que il va bien falloir comprendre que tout ce qui nous tombe dessus comme négativité, comme ça a été semé avant. Et c'est ça, le nœud en Poisson, il faut prendre conscience que du sens spirituel de la vie. C'est pas chacun pour soi et je gratte mon fric et tant pis pour les autres, parce que plus on agit comme ça, plus on détruit les tas de connexions solidaires, des connexions publiques, du service public, des connexions. Et une fois qu'elles sont détruites, on est comme des cons, on se dit ah merde, j'en aurais bien eu besoin là maintenant, bah ouais, trop tard. Donc prendre conscience des effets de la négativité, et surtout la négativité spirituelle, cette espèce de refus de sortir de l'intellect pour aller vers des états mystiques ou vers l'ésotérisme ou vers la méditation. Que des gros mots chez les Français, que des gros mots. Ésotérisme, mystique, tout de suite c'est secte, tout de suite c'est des conneries comme ça qui est conditionnement, toujours. Non, non, il n'y a pas de secte là-dedans. Si vous apprenez à être libre en allant vers l'intérieur, vous n'êtes pas une secte à l'intérieur de vous quand même, il ne faut pas déconner. c'est gros n'importe quoi. Mais il y a des gens qui sont là pour agiter sans arrêt ces épouvantails, pour faire peur aux gens de leur intériorité. Restez à l'extérieur, regardez le Tour de France, regardez la télé, regardez toujours à l'extérieur, pour pas voir qu'à l'intérieur, vous êtes piégé par vous-même, parce que vous finissez par avoir peur de vous-même, peur d'être vous-même. Et ça c'est terrible. Donc là, c'est ça que nous indique à voir ce nœud nord Nessus en Poisson. Et l'autre trigone, bah, c'est le Scorpion. Qu'est-ce qu'il y a en Scorpion? Lune noire, Poséidon et Junon en Scorpion. Là, ça pose la question, évidemment, de la mystique du couple, de la mystique du rayonnement. C'est-à-dire, en Scorpion avec la Lune noire, ça me dit, bah, attention, apprenez à ne plus avoir peur de l'autre, parce que le résultat de tous ces applis de rencontres et tout ça, qui servent aux gens à rencontrer l'âme sœur, c'est qu'on a complètement rêvé le prince charmant, la belle au bois dormant, enfin du grand n'importe quoi, en faisant des listes de qualité ou des photos des photos dénudées, enfin peu importe quel moyen d'attirer le chaland, quoi. C'est comme si on devenait son propre produit, on fait la pub de son propre produit, c'est moi le produit, je me vends moi-même, quoi. On se prostitue soi-même pour pouvoir plaire, quoi, pour pouvoir attirer l'autre. La lune noire en Scorpion nous dit et alors, est-ce que tu peux regarder un peu plus loin, est-ce que vraiment ce sexe en série, quoi, est-ce que ça mène vraiment à quelque chose de si intéressant que ça, une fois que t'as vidé le poireau, comme on dit vulgairement, est-ce que tu es vraiment heureux, ou est-ce que c'est juste ça fait du bien par où ça passe, puis voilà. Il y a vraiment des questions à se poser sur la sexualité qui sont terribles. On a le porno à gâcher profondément des tas de générations, en leur faisant croire que le sexe sans amour avait une valeur. Non, le sexe sans amour n'a aucune valeur. C'est la valeur que ça a, c'est une valeur animale. Ça nous ramène à l'état animal. Quand il y a acte sexuel, il y a plongé dans les énergies de l'âme de l'autre, automatique, par en bas. Je rappelle, la Kundalini démarre à l'endroit sexuel et se termine à la porte des dieux dans la nuque. Et un orgasme, c'est simplement une montée de Kundalini légère, quoi, pas complète, pas par le canal central en tout cas. Et donc, l'orgasme et l'extase mystique, c'est la même chose. Hein. C'est quelque chose qui se ressemble. Sauf que dans un cas, on passe par la porte animale en bas, et dans l'autre cas, on passe par la méditation en haut. Mais l'effet est plus durable, évidemment, si on passe par la méditation, parce qu'on aura des extases plus prolongées, moins courtes, on va dire. Et donc, c'est ça qui fait envie chez les hommes envers les femmes, c'est que les femmes peuvent avoir des orgasmes beaucoup plus prolongés, beaucoup plus longs, alors que les hommes ont du mal à durer. C'est pour ça qu'ils ont tout intérêt à apprendre un peu le tantrisme pour pouvoir durer un peu plus longtemps, et donc apporter une jouissance plus grande à leur compagne. Mais en tout cas, tout ça se fait dans un cadre où normalement il y a de l'amour, il y a du sentiment, sinon on se rabaisse au niveau animal.
c'est pas, et la lune en Scorpion nous dit, bah c'est pas ça. C'est pas ça le but de la sexualité. La sexualité vise la transcendance, vise la découverte de l'âme, vise la découverte de l'âme en l'autre et en soi-même. Nous Poséidon donc au milieu, qui est une forme de mystique tantrique, quoi. Donc voilà, intéressant donc ces aspects. Si on les résume tous, il y a un grand trigone d'eau, quoi, qui nous demande d'arrêter les conneries avec toutes les tromperies qui ont existé au niveau émotionnel ou sexuel ou sentimental, et de nous poser vraiment la vraie question de voilà, qu'est-ce que c'est qu'aimer, Proserpine Soleil, quoi, et comment on peut redémarrer en tout le monde, les femmes comme les hommes, le féminin sacré, ce qu'on appelle l'écoféminisme, bien que c'est pas toujours défini très clairement. Il y a un bouquin excellent qui est de Roland de Miller qui s'appelle L'écologie profonde, un enjeu pour notre époque. Je recommande de lire, il parle de l'écoféminisme, mais aussi du changement climatique, collapsologie, tout ça, rapport entre philosophie, littérature, le rapport avec l'écologie profonde, donc tout ça, ce qui s'appelle la deep écologie, et là, c'est quelque chose qui est en train, ça a été très mal compris en France, ça a été vu comme étant la secte, là aussi, ouais, c'est des gens, ils veulent t'empêcher de manger de la viande, tout ça. Enfin, non, c'est l'idée, on va pas simplement être anti-nucléaire, on va aussi essayer de rendre cohérent toute sa vie avec l'idée de se retrouver plus en accord avec la nature, et donc prendre exemple sur les peuples primitifs qui leur renseignement, sans devenir primitif pour autant, on peut pas, de toute façon, on est dans une autre société, mais se poser des questions sur comment se comporter, quoi, par rapport à sa consommation, son habillement, sa manière de vivre. Et là, l'écologie profonde, l'un des fleurons qui j'espère arrivera à se déployer, que je suis en train de revendiquer, d'essayer de faire fonctionner, si je rencontre des gens qui veulent vraiment s'engager au service de l'humanité et faire du bien aux autres, ce sont les spirinotés, quoi, qui sont un moyen encore inédit et qui a encore jamais été essayé de vraiment parfaire le processus d'évolution de l'humanité. Il y a un seul bouquin qui en parle, que c'est Ne vois-tu rien venir de Stéphane Chauvet. Il en parle pas parce que c'est un message que j'ai personnellement reçu. Donc disons que c'est quelqu'un qui est venu après. On m'avait dit que d'autres recevraient dans le monde ce même message, qui serait très peu nombreux, et ce message qui peut un peu sauver l'humanité de sa déréliction. Ce message est capté petit à petit par de plus en plus de gens, mais il n'est pas capté en entier. Et moi, j'essaie de le proposer en entier, parce que c'est que s'il est mis en entier, si les 7 critères sont tous rassemblés en même temps, qu'on pourra avoir une réussite. Sinon, l'endroit qui manque pêchera, et empêchera qu'il réussisse des groupes ou des éco-villages qui appliqueront ce genre de... Mais à peu près tous les éco-villages commencent à sentir que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est bien, alors que quand je proposais ça il y a 30 ans, les gens ne comprenaient pas. Donc Stéphane Chauvet, bien, il est plus jeune que moi très certainement, il a commencé à le comprendre, mais très complètement aussi. Alors il n'a pas reçu le message, mais il a reçu l'intuition de ce message. Et Ne vois-tu rien venir, donc Stéphane Chauvet, tracer des voies d'avenir. C'est en gros, je suis presque d'accord à 100% avec ce qu'il dit. Il lui manque les 7 principes qui ont été reçus en message. Donc je cherche toujours des candidats, des gens qui méditent déjà, qui ont déjà cette autodiscipline de méditer une fois par jour, même si c'est un temps relativement court, mais ou 2 ou 3 fois par jour avec des temps courts, comme font des fois les musulmans. Mais sans l'idée d'appartenance religieuse, des gens qui soient souples, qui soient non dogmatiques, qui veulent explorer le fait de créer un petit peu comme la fraternité des Esséniens avant que Jésus apparaisse, c'est-à-dire des gens qui vivent une spiritualité ensemble et qui ont des débats ou des vécus, et puis une économie aussi fraternelle qui va avec. Voilà, je crois que je vais arrêter là, ça va suffire. Je regarde si j'ai tout dit. Oui, c'est ce qui compte pour ce mois du cancer. Donc rappelez-vous, vous êtes en contact pendant le mois du cancer avec ce qui est de plus archaïque en vous. Ça peut être nourri de manière harmonieuse parce qu'il y a Proserpine qui est au milieu. Donc l'ouverture du cœur peut se faire. Le retour du féminin à l'intérieur de soi-même. Pour les hommes, c'est très nécessaire. Je rappelle que les femmes ont fait leur libération sexuelle à partir du féminisme des années 60-70. Et que du coup elles ont su trouver le masculin en elles, c'est-à-dire assumer leur rôle social, leur indépendance financière,
le côté prendre en charge leur propre vie, leur propre recherche, être moins dépendante, moins soumise à l'homme et tout ça. Donc ça c'est fait du côté féminin. Du côté masculin, c'est pas encore fait. Les jeunes hommes sont en train de se chercher à ce niveau-là, mais il y a surtout les jeunes adolescents, les milléniums et tout ça, mais des hommes un peu plus âgés, ceux qui ont la quarantaine maintenant, tout ça, sont encore entre les deux, quoi. Ils ont du mal ils ont du mal à se trouver, avoir trouvé. C'est des générations qui passaient beaucoup de temps devant les écrans aussi. Et c'est vrai que ça n'a pas aidé à épanouir en fait le relationnel au mieux. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que bon, ces conjonctions, ce carré Saturne-Jupiter travaille beaucoup dans le début des signes cardinaux. C'est-à-dire si vous êtes né en début de saison, hein, aux équinoxes ou au solstice, que ce soit quelques jours avant ou quelques jours après, ben, évidemment vous êtes très très chamboulé par les aspects qui ont dans le ciel à ce moment-là. Mais le message essentiel, c'est quand même que avec des signes cardinaux comme ça qui démarrent, c'est plus le temps de réfléchir maintenant. Alors, il faut avoir réfléchi pendant les années avant, évidemment. Mais maintenant, il faut passer à l'action. Alors évidemment, pour les gens qui n'ont pas réfléchi, qui sont restés dans le ressentiment, qui sont servis d'Uranus en taureau pour générer une forme de ressentiment, d'esprit fasciste, d'esprit revanchard, d'esprit de raciste, etc. Évidemment, eux, ils vont très bien entendre le message, il faut passer à l'action, et c'est bien dommage, ça peut créer pas mal de violence. Mais pour ceux qui ont réfléchi en profondeur, qui ont médité, il est temps maintenant de se mettre en route et de placer les choses dans le concret. Parce que sinon, évidemment, si on laisse faire ce qui mène le monde à la catastrophe, on n'aura que nos yeux pour pleurer après, pour le regretter. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut essayer de vivre ce qui nous semble valable de vivre et se lancer dedans. Donc ça, c'est un peu le message essentiel de ce passage. Vivez vos rêves, vraiment, puisque Proserpine nous demande de rêver le féminin à l'intérieur de soi. Et donc, il y a un beau livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est Daniel Mauroy, qui est le livre secret de Jeshua. Il y a 2 tomes. J'en ai dû lui en parler la dernière fois, ça vaut le coup de dire ça, parce que ça redonne le message christique pour notre époque. Et c'est vrai que le message christique, Apollon, je rappelle, est en Vierge, là au milieu, et quelque part, Apollon en Vierge donne l'occasion, parce que là, c'est l'axe Poisson Vierge, de se demander qu'est-ce que Jésus a vraiment dit. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le catholicisme, dans le protestantisme, qui n'ont rien compris en profondeur au message du Christ. C'est dingue, tous ces gens qui se réclament chrétiens, et des fois je dis, c'est plutôt d'un peu crétin, des fois, parce que l'institution a tellement pris de place dans leur tête qu'elle leur fait peur à aller voir ailleurs. On leur dit ayez peur, alors que justement l'amour, quel est l'inverse de l'amour? C'est la peur, c'est pas la haine, c'est la peur. Et si on obéit à la peur, on n'est pas dans le Christ, on est dans quelque chose qui est la limitation organisée par les institutions ecclésiastiques qui se sont trompées sur le message du Christ ou qui l'ont manipulé pour pouvoir s'en servir. Dans l'évangile de Thomas, il est dit, ils sont comme ils sont comme des chiens couchés devant l'abreuvoir et qui empêchent les humbles bœufs d'aller boire. Ils sont comme des chiens couchés devant l'abreuvoir et qui empêchent les humbles bœufs d'aller boire. C'est-à-dire que les humbles bœufs, c'est les gens simples qui ont envie, qui savent que l'amour est la clé du bonheur et qui ont envie d'aller boire à la source de la spiritualité, évidemment, parce que l'amour charnel, évidemment, il va donner un aperçu, mais c'est jamais complet. Alors que, comme disait Jésus, cherchez le royaume des cieux et vous aurez tout par surcroît. C'est-à-dire que l'amour charnel peut être donné aussi. Il n'est pas, contrairement à ce qu'on dit à l'institution religieuse, on n'empêche pas, la spiritualité n'empêche pas l'amour charnel, au contraire. Enfin, au contraire, il n'y a pas de contraire. Ça fait partie. Tout vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire alors que quand vous avez que l'amour charnel, vous n'avez pas le bonheur du spirituel, vous avez même des déceptions, l'autre va vous décevoir parce qu'il ne sera pas à la hauteur de cette attente que vous avez au fond de vous, ce bœuf qui a soif et qui veut boire la source du bonheur profond, quoi. Et il y a des chiens couchés devant, qui sont c'est mon abreuvoir, je le garde, je le surveille, et ils empêchent les bœufs d'approcher, c'est-à-dire ils empêchent les âmes simples, parce qu'ils compliquent tout, ils aboient les sermons, et avec votre esprit et tout ça, et amen, et sans voir qu'en fait, ils sont en train d'empêcher la compréhension profonde de ce que c'est que l'amour. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment, c'est ce que Jésus appelait les pharisiens. Il disait, vous pharisiens, race de serpents.
Alors, c'était vraiment pas gentil. Les pharisiens, c'était des gens qui croyaient différemment. Alors, est-ce que Jésus était dogmatique? Non, 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 c'est pas ça. C'était pas une parole dogmatique comme l'ont fait croire les églises après. C'est une vraie trahison de sa parole. Le pharisien, c'est celui justement qui est dogmatique. C'est-à-dire, ça veut dire, vous les dogmatiques, race de serpents. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous êtes dogmatique, plus vous enfoncez des préceptes violents, comment dire, ouais, absolutistes dans l'esprit de l'autre, plus vous trahissez en fait les paroles divines et les vraies paroles des envoyés qui ont été soit le Bouddha, soit Jésus, qui sont tous cohérents entre eux. Hein. Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra, comme le livre de Nietzsche. Voilà, Moïse, Bouddha, tout ça, Lao Tse, vous les prenez tous, ils ont tous en profondeur le même message, et c'est dans ce message qu'il faut se baigner, c'est à ce message qu'il faut aller boire, évidemment. Donc Proserpine nous invite à ça pendant le mois de juillet, donc ne bronzez pas idiot, ne faites pas, posez-vous la question, comment vous voulez vivre, essayez de le vivre dès maintenant, parce que dans peu de temps il sera trop tard. Essayez de vivre maintenant ce que vous pensez être la société de demain. Soyez vous-même à l'intérieur de vous d'abord, évidemment, parce qu'on ne peut pas changer l'extérieur si vous ne changez pas l'intérieur, ça c'est impossible. Mais soyez en vous-même, l'ancre en vous-même de la verticalité, de la recherche du cœur, de la recherche du féminin intérieur, et à partir de là, commencez à agir pour devenir le ferment de création d'un nouveau monde, maintenant, tout de suite, sans attendre, parce que sinon la stratégie du choc des grands pervertis de ce monde, des milliardaires, les grands hommes d'État dictatoriaux qu'on a actuellement, eux ils avancent, eux ils créent, ils fabriquent. Ce sont des créateurs de monde, mais ils sont en train de de bâtir un monde impossible à vivre, un monde totalement perverti et qui sera d'autant plus impossible à vivre que la planète même deviendra invivable. Et les peuples premiers nous ont prévenus de ça. Ils disent attention, ils disent il y a déjà eu des grandes civilisations qui se sont écroulées à cause de ça. Les Indiens du Brésil, j'ai rencontré un Indien du Brésil qui m'en avait parlé, qui vivait en Occident pour X raisons. Et il disait que la sagesse indienne circulait de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud par des rencontres chamaniques entre grands initiés, et malgré la différence entre les Aztèques, les Incas, les Mayas, les Sioux, les Lapons, tout ça, il y avait quand même des sacrées différences. Ils avaient réussi à faire une espèce un peu comme les dromadaires qui passaient d'est en ouest du côté du continent entre l'Asie et l'Afrique et l'Europe. Ils avaient cette même circulation un peu verticale du Yukon, quoi, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, et alors très lente, hein, par des rencontres qui se faisaient de 200 km au sud, 200 km au nord, mais ils se transmettaient comme ça à travers les siècles des connaissances. Et une de ces connaissances, c'était qu'il y avait eu des grandes civilisations qui avaient existé et qui avaient tout détruit leur environnement. Et on sait par les archéologues l'île de Pâques, par exemple, les Mayas, il y a une catastrophe écologique a eu lieu. Ils ont tout détruit, leur propre environnement. Et parce qu'ils avaient des villes extrêmement évoluées. L'Atlantide, on ne sait pas ce que c'est non plus, mais il y a des histoires très très nettes qui parlent de ça. Les Indiens Hopi parlent de 5 humanités successives qui ont déjà existé. Enfin, on est la 5e, 4 humanités avant eux qui ont été détruites par des grands cataclysmes, qui étaient très avancés. À chaque fois qu'une civilisation est très avancée, très unifiée, très mondialisée, on pourrait dire comme maintenant, l'attrait du pouvoir de ceux qui veulent se mettre au sommet de ces pyramides est tellement puissant que la possibilité d'autodestruction de cette civilisation devient très très grande. C'est comme si toute civilisation humaine doit rester libertaire, doit rester en réseau horizontal. Plus elle est verticale, et là la verticalité est maximale. Dans les 10 dernières années, les riches ont doublé leur chiffre d'affaires. Les plus riches sont devenus 2 fois plus riches en 10 ans. Bon, c'est effarant. On a une pyramide, c'est plus une pyramide, non, la pyramide de la richesse. C'est une espèce de tour Eiffel très très pointue, avec au sommet au sommet de la tour Eiffel, une antenne très très pointue qui monte de plus en plus haut dans des dimensions stratosphériques, quoi. L'homme le plus riche du monde, là, je crois que c'est Bernard Arnault en ce moment. Je crois plus que c'est Bill, je crois que c'est plus Bill Gates. Je suis pas trop au courant, mais enfin bon, tout ça, c'est des gens un peu fous.
Ils sont rendus à un point qu'ils gagnent chaque seconde ce que un ouvrier va gagner pendant toute une vie, ou même plusieurs vies d'ouvriers en une seconde par seconde. C'est effarant là. Ce n'est même plus imaginable. Et là, ceux-là sont dans une corruption effroyable parce qu'ils se rendent même pas compte de tout ce qu'ils doivent au genre humain. Ils se rendent pas compte parce qu'ils gardent tout pour eux, pour des plaisirs complètement futiles et stupides, comme je conduis mon petit jet personnel, j'adore aller à Los Angeles, passer le week-end, puis après je vais à New York, et puis voilà, mon avion. Je m'amuse bien, quoi. Je fais mumuse, quoi, avec la souffrance du monde entier. Super. Comme tu es intelligent, comme tu es doué, comme tu es le plus grand. Et ces gens-là se croient supérieurs aux autres, c'est ça qui est le pire. Donc voilà, c'est eux qui détruisent la planète, c'est eux qui détruisent l'humanité. Donc ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est important de rappeler que c'est le moment où on peut changer tout ça, et pour ça, le peuple, Cancer, donc, doit, dans son féminin intérieur, dans ses ressentis les plus profonds, doit pouvoir s'exprimer pour mettre en place quelque chose de différent, pour commencer par des réseaux, ou par des spiritualités, ou par des réseaux, ou par des ONG, ou par des associations ou militantes qu'on agit. Regardez ce qui se passe, c'est vraiment très important. Moi, je vois la 69, la manifestation interdite, il y a eu 800 ou 900 personnes. Bon, il y a sûrement eu plus, c'est les chiffres donnés officiellement par les médias et les flics, mais bon, manifestation interdite. Je rappelle que Plogoff, ça a été une manifestation, ça a été interdit aussi le rassemblement parce que ils avaient tellement peur qu'il y ait de la violence, et il y en a eu un peu. Mais ça a été, il y a eu, je sais plus combien, une centaine de mille de personnes qui étaient sur, voilà, entre 100 000 et puis à peu près 1000, c'est 100 fois moins. Donc on a un problème avec les écrans. Arrêtez de signer des pétitions seulement, signer des pétitions bien sûr, mais arrêtez de faire que ça. Arrêtez de digérer même vos indigestions. Devenez chanteur, poète, n'importe quoi, petit enfant, c'était là. Car ce cri est celui de la dernière heure, car ce cri est celui de la dernière heure. Car ce cri est celui de la dernière heure. Chanson de Maurice Bénin, qui était un chanteur génial et qui avait vu les choses, qui est mort il y a très récemment, et qui avait vu beaucoup de choses et qui a chanté des chants complètement thérapeutiques et spirituels pendant des années, et qui a été censuré par toutes les maisons de disques, et qui a dû créer sa propre maison de disques pour avoir le droit de chanter, de dire ce qu'il vient de dire là. Voilà, j'espère que je ne serai pas censuré. Méditez sur ces quelques paroles, arrêtez de digérer même vos indigestions, devenez n'importe quoi, ce que vous voulez, petit enfant.